Bonsoir tout le monde, bonsoir Rui, Bonsoir, comment ça va? ça va très bien. C'est Eh vrai, ben, c'est pas vrai, je mens. Je tousse, mais ça devrait aller. écoute, on va essayer d'économiser quand même ta voix, on aimerait quand même la garder un petit bout de temps. Et bien ce soir, effectivement, bienvenue à tout le monde, c'est Rui qui va nous présenter le sujet, et ce soir, a priori, on parle de documentation vivante. Dis-nous tout Rui, il s'agit de quoi? La documentation vivante, eh bien, il y a deux types de documentation. Il y a les documentations mortes et les documentations vivantes. Cela dit, ça nous avance pas beaucoup. La documentation morte, on va dire que c'est la documentation statique, souvent faite en amont. Euh, a priori, on se débrouille pour planifier, on écrit des docs, et on espère que au fil de la conception et de la réalisation, les docs seront mis à jour par les gens qui sont impliqués dans la réalisation de ces docs. La documentation vivante, c'est un autre principe. C'est une documentation qui va vivre avec le même cycle de vie du logiciel. Et c'est bien qu'on prenne le temps de faire ce genre de présentation pour un peu lever les yeux du code, bien qu'il y aura du code, mais qu'on pense un peu à l'écosystème d'un logiciel. Aujourd'hui, c'est pas juste un programme qu'on package et qu'on livre, c'est aussi un écosystème avec le CI/CD, la maintenabilité, l'observabilité, qu'est-ce qu'on fait du code, comment on le partage, euh, et en gros, tout l'écosystème du développement. Pas seulement être un codeur, mais penser aussi en termes de développement, de cycle de vie. Et pourquoi la documentation vivante? On peut peut-être commencer par quelques pain points qui en ont hérissé le poil à plus d'un, j'imagine. Quand on onboard les nouveaux collaborateurs et que le collaborateur arrive et qu'on lui dit, bah, t'as qu'à lire le code. Ça, c'est dur. Ça m'est déjà arrivé, c'était compliqué. Il J'en faut ai quand même souvent se entendu forcer. parler, ouais. C'est une situation qu'on a souvent vue avec des collègues qui partent en mission et quand on les appelle pour faire le point sur le deuxième ou troisième jour, là, pour l'instant, je lis du code. Ah, c'est une souffrance. Même moi qui ai bientôt 25 ans de métier, à chaque fois qu'on me dit t'as qu'à lire le code, je suis là, ah, dur. Ou la communication entre, je sais pas, les développeurs, les QA, les PO. On fait souvent des réunions. On va faire une réunion de transfert de connaissances. Alors, ça consiste à bloquer tout le monde pendant 1 heure pour passer des docs qui sont souvent obsolètes et puis les mettre à jour à l'oral. Alors souvent c'est difficile parce que c'est à l'oral, il faut le retenir tout de suite ou alors il faut prendre des notes. C'est quand même assez compliqué. Sur, il y a un truc en ce moment, c'est les pages Confluence ou les notions où en fait on fait des pages de documentation pour expliquer ce qui s'est passé ou ce qui va se passer ou comment ça doit se passer. Et puis on fait des archives parce que bah, le logiciel vit. Et quand on cherche dans les pages Confluence, bah, on tombe toujours, la loi de Murphy, sur la doc qui n'est pas à jour. Et on se retrouve avec bah, des problèmes de consistance. Il faut appeler les collègues, dire mais là c'est la bonne ou c'est pas la bonne. Ah oui mais non, mais en fait il faut que tu ailles sur telle autre page, etc. Ça aussi c'est un gros pain point. J'ai fait une mission il n'y a pas longtemps où on m'avait filé une doc fantastique, très très bien foutue, d'une quarantaine de pages qui expliquait tout, mais toutes les adresses URL, toutes les pages, toutes les références étaient obsolètes. Donc il fallait systématiquement se mettre à jour. Il y a aussi le syndrome du ticket Jira. Elle est où la définition du produit au fait? Oh bah elle est dans les tickets Jira. Oui, bah bien sûr. Je vais me compulser tous les tickets Jira depuis le début pour comprendre comment le produit est constitué. Non, c'est vraiment très difficile. Ou alors il y a des tickets qui apparaissent, qui pop des fois entre les PO et les développeurs au bout d'un certain temps. Des tickets qui s'appellent analyse de l'existant. On a fini par tout mettre dans le code ou dans des documentations qui sont obsolètes, et puis on fait des tickets analyse de l'existant qui ne consistent pas à produire, mais simplement à retourner au code, lire le code, essayer de comprendre ce que ça fait, et puis essayer d'en déduire en fait comment on doit muter le code pour rajouter des fonctionnalités. Ou l'utilisation des composants. On arrive devant un composant, par exemple, je sais pas, une API REST, et puis on voit qu'il y a énormément de points d'entrée. On se demande, mais comment on l'appelle et dans quel ordre? Parce que d'accord, il y a tous ces API REST, mais comment on fait? Par quoi on commence? Ça devient
très compliqué. Ou alors, il est connecté à quoi aujourd'hui? Il y a beaucoup de microservices qui sont dans des écosystèmes qui sont avec plusieurs microservices, plusieurs dizaines de microservices. Puis, euh, il se connecte où? Qu'est-ce qu'il fait pour faire son comportement? Quels sont les événements qu'on peut récupérer? Quelle API on doit appeler? Ça va activer quoi exactement? C'est toujours assez compliqué. Et la documentation très vite devient obsolète. Tous ces pain points, tu vas nous expliquer un petit peu aujourd'hui comment on peut les effacer, comment on peut les oublier à travers la documentation vivante, c'est ça? Absolument. En fait, aujourd'hui, on va prendre un peu de recul, prendre une vue d'oiseau sur le code. On va faire du code quand même. Mais on va plus parler de l'écosystème, de la solution, de la documentation vivante. Et on va le faire à travers différents exemples. Vous allez voir, on va parler de UI, on va parler d'API, on va parler de fonctionnalités de comportement, on va parler ensuite, dans un moment un peu plus évolué, on va commencer à parler des data flows, des workflows, des DAG, des GUI, des outils qui nous permettent justement de documenter par et pour le code. Alors, c'est quoi la documentation vivante? Justement, c'est une documentation qui décrit le comportement d'un composant ou d'un système, mais qui est générée par et ou pour le code. C'est-à-dire que la documentation va faire partie du cycle de vie du logiciel et elle va être générée avec le code ou par le code, voire le code qui va tourner va être directement, disons, dirigé par la documentation. C'est une documentation qui donc fait partie du CI/CD. Quand on fait du développement logiciel, on s'occupe pas seulement du code, on s'occupe de son packaging, on s'occupe de son évolution, comment il va être déployé, comment il va tourner. Et la documentation, typiquement, sera générée à partir du CICD et avec les mêmes versions. Donc une version du code correspondra à une version de la documentation. Et ils seront co-localisés. Il y aura à la fois la documentation et le code. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Comment on fait ça? Je ne sais pas, on peut utiliser GitHub ou GitLab Pages, par exemple, si jamais on a du HTML qui est généré. Ou alors on peut utiliser ce qu'on appelle des IDP, des Internal Developer Platform. Enfin, c'est un terme barbare, mais pensez par exemple à des outils comme Backstage. Backstage, c'est quelque chose qui va tourner pour les développeurs, qui sera un portail pour le développeur, depuis lequel vous aurez accès aux API, à leur documentation, à ce qui va être généré. Alors, rentrons dans le vif du sujet, on va commencer par le UI UX. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la documentation vivante du UI UX? Soit on a des Figma qui sont générés a priori, mais je pense qu'on peut faire mieux. On peut commencer par du Storybook. Le Storybook, c'est la documentation vivante, ou alors quelque chose comme Zero Wait, ou Histoire. C'est une alternative à Storybook pour ceux qui n'aiment pas React et qui n'aiment pas Storybook qui prend des kilos et des kilos de mémoire. Enfin, bref. Je vais vous montrer tout de suite. On va faire quelques exemples et puis on va montrer comment ça se passe. Pour une UI de Storybook, je vais lancer WebStorm pour faire du web. Je vais créer un nouveau projet. Voyons, on va faire un projet vite. On va l'appeler, je sais pas, Toy UI par exemple. Et moi, j'aime bien Lit, donc on va faire du Lit. Donc c'est un projet banal, vite, qui crée un web component, MyElement, et depuis, vous avez le package, ça vous connaissez, on va faire l'install, et donc est disponible le composant. Voilà, c'est tout bête. Ce composant, il est défini dans son package. Et vous avez ce composant, mais ce composant, c'est juste sur une page HTML. Alors là, en l'occurrence, c'est la page HTML de vide. Vous n'avez pas toujours une page HTML de vide. Pour ça, Storybook, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous dire, écoute, si tu veux, tu peux simplement implémenter Storybook qui va prendre tes composants et que tu vas pouvoir les documenter. Alors, comment ça s'installe cette histoire? C'est simple, je l'ai noté quelque part. npx storybook at latest init. Vous avez juste à faire tourner ça, par exemple avec npm. Ça va scanner votre projet, ça va regarder quel type de framework sont installés, et ça va rajouter toutes les bibliothèques qui vont bien et lancer
un site web, le site web de Storybook, qui va prendre la documentation de vos composants et les afficher pour que vous puissiez avoir accès aux composants. Là, on a toute la liste des composants qui ont été générés par Storybook. Par défaut, ça vous les met dans un répertoire Story qu'il a créé. Vous pouvez l'effacer, hein, tout simplement. Mais en tout cas, pour chacun de vos composants, vous pouvez les documenter et vous pouvez aider à la fois les développeurs et les designers ou, je sais pas, quiconque voudrait utiliser des composants, la liste des composants, fournir de la documentation, voir le code pour pouvoir utiliser justement le composant UI. Donc ça, c'est intéressant si jamais vous avez des collègues qui savent pas trop comment s'en sortir avec je sais pas, le composant, les différentes propriétés, etc. Et puis, il va vous fournir en fait une page HTML que vous pouvez très bien déployer dans votre CI/CD et qui vous permet d'avoir accès à justement la liste de tous les composants UI que vous avez développés dans votre projet. Il y a alors Storybook est surtout fait pour React. On va pas se le cacher, je vais le dire franchement, c'est une tannée pour tous les autres composants. Type Vue, Svelte, les web components, j'ai toujours des soucis à configurer Storybook pour les web components, mais au moins ça a le mérite d'exister. Si vous voulez quelque chose de plus léger, encore une fois, il y a Histoire qui est basé sur le framework Vue, mais vous pouvez utiliser par exemple un 08 qui vous permettra de mettre en place carrément une documentation pour votre design system. Ce site-là est généré directement avec votre code. C'est-à-dire que c'est dans votre code, je vais vous montrer un exemple. Vous avez des fichiers .stories.ts qui vont en fait directement prendre votre code. Là, il fait un import du bouton qui va écrire des histoires, donc des stories, avec les propriétés qui vont bien et qui va vous permettre justement de parser toutes ces stories et de vous créer le site web associé. Il y a, je vous disais, il y a un petit problème avec Storybook. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de soucis avec Storybook pour les web components. Ici, c'est un web component qui s'appelle MyElement. Et la façon dont il fait les choses, enfin, la façon dont il vous le présente, c'est que vous êtes censé utiliser des story objects, c'est-à-dire vraiment à la façon React. Si on va dans Button, par exemple. Pour Storybook, donc, il nous dit, ben, à la façon React, un bouton, c'est en fait une fonction qui va rendre un certain HTML. Petite astuce, si vous voulez pas avoir un story object à la façon React, et si vous voulez, là je vais le supprimer, améliorer votre expérience, ou en tout cas être beaucoup plus, enfin améliorer votre configuration. Là je vais faire un myelement.stories.ts et je vais mettre ma story. Vous n'avez pas que les story objects, vous avez aussi les story functions. Alors là je l'ai noté pour aller plus vite. Mais en gros, c'est un truc que j'ai découvert justement en regardant le code de Storybook parce que ça commençait à m'embêter de devoir systématiquement tordre le cou à Storybook à chaque fois que je voulais afficher mes composants. Il y a une petite astuce avec Storybook, ça c'est pour améliorer les choses. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les story objects, vous pouvez utiliser les story functions. Alors là, je reprends exactement ce qui est traditionnel à Storybook. J'ai juste créé dans MyElement. En fait, ce qui est bien, c'est que comme Storybook parse les arguments et les properties, c'est bien de mettre, par exemple, je vais le faire ici, je vais déclarer une interface qui est en fait MyElement properties. Voilà. Et ce truc-là déclare en fait les propriétés, disons les propriétés publiques de votre composant. Là, en l'occurrence, le web component. Je vais prendre count qui va être un nombre, docsInt qui va être une chaîne de caractères. Et votre composant peut très bien implémenter MyElement properties. Comme ça vous permet de déclarer une interface qui sera directement parsable par Storybook et qui en plus vous fournira comme une espèce de contrat
à votre composant, indépendamment de son implémentation, qui vous dira bah, voici les types de propriétés, ce qui peut être après assez facilement partagé. Alors là, j'ai mis un clic, je pense que ce ne sera pas la peine, je vais l'enlever. Mais une fois que vous avez ça, vous pouvez, là, vous avez le composant. Alors que si jamais je l'avais fait à la façon de Storybook, le web component, tiens, c'est bizarre ça. Ah oui, c'est parce que c'est la façon de travailler de Storybook et de son mode sombre, décidément. Il y a vraiment un souci. Enfin, toujours est-il que si je n'avais pas utilisé une story function, j'aurais un story obj et j'aurais pas été capable d'implémenter mon web component, de le montrer dans Storybook. Alors que si je fais une story function, en fait, je décris carrément la fonction, le template, j'appelle ça, qui permet, à partir des arguments de Storybook, donc via le contrat MyElement Properties, d'utiliser lit pour générer directement le code qui me permet d'avoir mon web component qui est déclaré directement. Et ça fonctionne pour pas mal de frameworks en dehors de React, parce qu'on sait que Storybook est plutôt, plutôt orienté React. Tout est fait pour React. C'est hyper facile par défaut de travailler avec du React. Mais enfin bon, toujours est-il que, voilà, si vous voulez avoir un Storybook, c'est très pratique. Ça s'installe très facilement, NPX Storybook Init. Et lorsque vous avez fini, vous pouvez très bien, je vais arrêter ça, vous pouvez très bien, dans le package JSON, vous avez vu qu'il vous a rajouté un script Storybook, mais aussi Build Storybook. Vous pouvez très bien construire le Build Storybook, c'est-à-dire créer en fait le site web avec que du HTML, c'est statique, tout se passe bien. Normalement, UI Storybook statique, voilà. Ça vous crée en fait un répertoire, quand vous faites Build Storybook, ça vous crée un répertoire avec du HTML statique. Et ce HTML statique, à partir du moment où vous l'avez, vous pouvez très bien l'inclure dans votre CI/CD et dans votre pipeline pour qu'il soit publié, par exemple, dans un GitHub Pages. J'ai fait un truc comme ça, je l'avais préparé quelque part. Ouf. Pour un projet qui s'appelait Template qui faisait du templating justement avec Lit et différents objets, j'avais mis Storybook, je l'ai mis dans mon CI/CD, donc dans mon GitHub Workflows, dans le CI/CD. Je génère justement pour GitHub Pages, je génère npm run build storybook dans la pipeline et je l'upload en tant qu'artefact pour GitHub Pages, ce qui me permet ensuite de colocaliser avec mon code UI le GitHub Pages qui va bien et qui décrit en fait l'entièreté de mes composants que j'ai développés. Donc bon, là j'utilise ce qu'on appelle l'atomic design. Donc il y a les atomes, et puis il y a les molécules, et puis il y a les pages au final. Mais en gros, j'ai documenté en fait tous mes composants UI avec Storybook et qui me permet de présenter à la fois les composants, mais aussi le code, le type de contrôle qu'il y a, d'activer les actions, etc. Bref, de documenter mon code. Ça, c'est pour Storybook. Passons aux REST APIs. Les REST APIs, souvent, on utilise OpenAPI. OpenAPI, on peut le faire de deux manières. On peut le faire de la manière statique, en créant des fichiers qui vont être des fichiers JSON, des fichiers YAML qui vont en fait décrire l'ensemble des API qui vont être parsés. Ou alors, on peut le faire à la manière de la documentation vivante. Je crois que j'avais préparé un projet pour ça, voilà, EcoFeatures. Donc c'est un truc tout bête. Une application Spring. Donc il y a rien de choquant pour ceux qui connaissent le Java. Avec simplement un get sur echo qui prend un message et qui retourne ce message. Un echo. Comment on peut faire pour instrumenter ça? Suivant les principes de la documentation vivante. Au lieu dans ressources, au lieu de mettre un OpenAPI .yaml et puis de décrire en fait toutes les interactions, ce qui pourrait potentiellement amener à des inconsistantes. C'est-à-dire à des inconsistantes. J'ai travaillé il y a pas longtemps avec un client qui recevait en fait un fichier OpenAPI
d'une tierce partie et on avait toujours des réunions interminables avec eux en disant bah là en fait c'est pas à jour par rapport au code, le code implémente une API différente de celle qui est dans votre OpenAPI, dans votre déclaration. Est-ce que vous pouvez le mettre à jour? Est-ce que vous pouvez vous débrouiller pour faire converger les définitions, etc. Bref, c'était toujours un peu compliqué. Mais OpenAPI, en tout cas en Java, c'est assez facile de transformer ça en documentation vivante. En fait, euh, vous savez qu'il y a Spring Doc pour ceux qui font du Java. Vous allez simplement le rajouter. Tiens, je vais le faire tourner tout de suite. Voilà. Vous savez qu'il y a Spring Doc, donc vous avez juste à rajouter Spring Doc. Ici, c'est le starter ou MVC UA, mais vous pouvez aussi faire du Webflux si vous voulez. Bien. Là, on va faire quelque chose d'un peu plus sympa. On va transformer ça en properties et on va appeler ça Spring Doc en version. Voilà. Alors pourquoi? Parce que ça va me permettre en fait de mettre Spring Doc version et d'utiliser les propriétés de Spring récupérées directement à partir de Maven qui me permettront de l'utiliser. Lorsque vous êtes dans votre application et que vous avez votre contrôleur, en fait, vous pouvez très bien commencer à rajouter. Alors là, j'ai mis la dépendance, ce qui fait que si je le relance, je vais pas le mettre tout de suite. Ça sert à rien que je mette du bruit. Vous ajoutez simplement la dépendance et pouf, ça apparaît tout de suite. Voilà, vous avez un truc. Bon, c'est pas très joli. C'est assez facile d'agrémenter ces choses-là. Si vous voulez vraiment faire de la documentation vivante et commencer à rajouter des descriptions à l'intérieur, sans passer par le fichier OpenAPI, ça je vais l'enlever, bah, vous pouvez simplement utiliser les annotations d'OpenAPI. Quand vous êtes dans du Java et que vous êtes ici, par exemple, vous pouvez très bien rajouter, je sais pas, un tag. Vous ajoutez un tag, vous mettez le nom. Le nom, ça va être, je sais pas, echo. Et puis, vous allez peut-être mettre une description. Voilà. Echo API. Et rien que de mettre ça, hop, vous pouvez commencer à l'agrémenter. Echo, the Echo API, ça y est, vous avez déjà de la documentation, vous pouvez rajouter. Vous pouvez aussi rajouter ici, dans le get mapping, vous pouvez rajouter une opération. Je vais expliquer, je pense que on va faire du copier-coller, on va pas se taper. L'idée, pas de vous perdre dans les implémentations. Vraiment de montrer ce que c'est vraiment que de faire de la documentation vivante. Quand vous faites de la documentation vivante, donc vous vous basez pas sur des fichiers statiques en dehors, vous le mettez carrément dans le code. Cette chose-là va vivre dans le cycle de vie du code et vous pourrez très bien améliorer la documentation et pouvoir permettre à un développeur qui va venir sur votre page de voir toutes ces descriptions et de les avoir directement dans le code. La bonne façon de faire, c'est pas vraiment de le mettre dans l'éco-contrôleur, c'est plutôt de créer en fait une interface euh, qui va être implémentée par EcoController sur lequel justement vous allez déclarer les fonctions et vous y allez à coller. Là, j'essaye simplement de vous montrer le principe justement au-delà du code et de l'implémentation euh, de ce que c'est vraiment que de faire de la documentation vivante. Donc, plutôt qu'un fichier statique à part, vous le mettez directement dans le code, c'est généré avec le code, et ça va venir vivre avec le code. Et si c'est faux, eh bien, vous le verrez tout de suite. En plus, vous avez des mécaniques de compilation qui vont vous permettre de valider certaines choses. Sur l'ancienne version, allez, je l'aurais mis en full screen. Donc l'idée, c'est de se baser non pas sur un fichier qu'on ferait a priori ou en amont ou en statique, où forcément on va avoir quelques décorrélations, mais vraiment de mettre les annotations dans le code, de manière à ce que cette page que je vous ai montrée d'OpenAPI soit générée par et pour le code. Vous aurez beaucoup plus de mal à oublier que vous avez oublié un paramètre, que vous avez oublié une réponse ou un statut, si jamais c'est dans le code, tout près de sa définition. Alors là, je vous ai juste montré tag et API response, mais vous avez aussi la possibilité de passer des paramètres ici. Vous pouvez décrire un parameter, voilà, vous pouvez très bien rajouter des explications sur les paramètres. Ça va encore vous rajouter de la documentation. Bref, vous avez tout un outillage de la part de l'Open API dans Java
et sous Spring qui vous permet de faire ce genre de choses et donc qui vous permet de passer au paradigme de la documentation vivante. J'ai entendu dire, et je suis allé vérifier, je crois d'ailleurs que j'avais le site web ouvert, que du côté de .NET, voilà, du côté de .NET, c'est encore plus facile. Ils ont fait un travail fantastique sur la génération de documents OpenAPI. C'est dans le code que vous rajoutez simplement un add OpenAPI en incluant ce qui va bien. Je crois qu'il y a une bibliothèque, voilà, ASP.NET Core, OpenAPI, mais vous en avez d'autres qui vont avec le .NET, où la génération est faite carrément automatiquement à partir du code. Il n'y a même plus besoin de rajouter des annotations. Tout est parsé correctement. La page OpenAPI est générée de manière automatique. Enfin bref, pour moi, c'est du très beau boulot, assez évolué. Et encore une fois, on rentre justement dans cette étape où, au-delà de code, de la vision statique du code, hop, on passe dans un écosystème où vraiment on fait vivre la documentation avec le logiciel. C'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait. Voilà, donc ça c'est pour les REST API. Un petit mot sur les Event-Driven Architectures, donc où vous aurez essentiellement, je sais pas, du Kafka ou d'autres outils événementiels. J'ai un collègue à moi, Arnaud, m'a parlé dans Datadog de la possibilité de publier justement ces événements et les composants depuis lesquels ils sont publiés et de voir en fait des graphes. J'étais en train de regarder, mais j'ai pas réussi à trouver le et j'ai pas réussi à trouver la section en fait qui décrit la création de graphes, mais apparemment dans Datadog, une fois que vous recevez ces événements, Datadog est capable de reconstruire pour vous, de documenter votre code et vos événements Kafka de manière à ce que vous puissiez voir les composants, quels sont les événements générés, comment ils sont dépendants les uns des autres. Et donc, je vous conseille de regarder un petit peu la documentation et de chercher un peu mieux que je ne l'ai fait. Mais en tout cas, vous avez tout un tas d'outils, y compris pour l'événementiel, pour pouvoir documenter de manière vivante, non pas a priori en faisant des pages Confluence, en faisant des graphes d'objets, en essayant de trouver a priori tous les événements possibles envoyés depuis tous les... Là, vous êtes directement basé sur ce qui existe dans le code et la réalité des faits. Si les annotations sont oubliées, il n'y a pas de moyen de le vérifier. Il y a moyen de compiler les annotations avec le code, comme je vous le disais, donc ça permet de faire de la garantie de format, mais on reste quand même limité sur le contenu. Donc pour l'instant, je n'en connais pas. Et on peut peut-être aussi ajouter à la réponse le fait que il y a aussi des outils, il y a aussi des plugins OpenAPI. Le plugin d'OpenAPI pourrait potentiellement valider aussi les docs OpenAPI. Je sais que je le faisais à la Société Générale, mais bon, cela dit, les docs OpenAPI en statique, c'est pas de la documentation vivante. Ça, c'est pour la partie REST API. J'aimerais vous parler des fonctionnalités. C'est quelque chose, en fait, qui va toucher à Cucumber. Euh, les fonctionnalités, ça peut être de deux types. Il y a les fonctionnalités donc liées aux composants, au système. Donc, vous allez typiquement faire un Cucumber euh, qui va s'adresser. Je vais ouvrir directement le projet en même temps. Euh, Vous pouvez faire un Cucumber, enfin un BDD qui va s'adresser uniquement aux composants et à son comportement. Mais vous pouvez aussi faire, disons, ce qu'on appelle plus du end-to-end. Ce sera un projet à part. Typiquement, dans le UI, vous aurez Cypress, vous aurez CodeCept.js. Pour les projets qui nécessitent l'intervention de back-end, bah, vous aurez en fait des projets à part qui seront construits sur du Cucumber. Ceux-là sont plus intéressants parce qu'ils me permettent carrément de développer de la documentation à la fois pour les développeurs et pour les utilisateurs, ou en tout cas, disons, des utilisateurs un peu plus évolués. Je voulais vous en parler parce que ici, on a fait un projet, Wait Now, Open in GitHub, on a fait un projet chez Edwin Tech
qui s'appelle Moit Now, qui est basé sur l'entretien légendaire qu'ils avaient chez Xebia où ça parlait d'une tondeuse. Ce projet-là est un projet, donc là c'est un projet Java basé sur JavaFX parce que j'ai voulu m'amuser avec JavaFX et comprendre comment vous pouvez faire du BDD justement en utilisant pas que des drivers Playwright ou Selenium, mais vraiment du driver JavaFX. Ce projet-là génère deux types de documentation. Une documentation pour les développeurs et potentiellement les QA, les PO, enfin bref, vraiment une documentation qui est générée avec le code sur sa page GitHub, qui n'est pas liée en fait à l'utilisation du logiciel, mais qui est liée plutôt aux composants. Donc là, c'est une documentation qui est générée à l'aide de QDoctor. Le Cucumber tourne, enfin le BDD tourne. Cucumber déploie ses fichiers JSON. QDoctor va parser ces fichiers JSON et générer de la documentation. La documentation, vous le voyez, c'est pas trop de la documentation technique. On injecte à l'intérieur du Markdown, du texte qui peut très bien être écrit conjointement avec les PO, les QA entre amigos, ou qui peut être simplement déduit des discussions et des questions qu'on a pendant les event storming ou d'autres sessions de compréhension du sujet. Et ce texte-là va faire partie de la documentation du BDD qui va nous permettre en fait de déployer des paragraphes d'explication sur les différents composants et les différentes fonctionnalités. Et donc vous avez une doc certes technique, mais qui peut se lire, disons, de manière plus littéraire. Faites attention, c'est pas du tout littéraire, c'est juste une façon de dire que c'est un peu plus évolué que simplement la doc du Given When Then. Mais en tout cas, vous pouvez vous permettre d'adopter une littérature, voire carrément de rajouter des lexiques si vous avez votre sémantique et si vous voulez la partager avec les différents acteurs du développement logiciel et différentes références qui vous permettront justement de dire des liens externes ou de donner quelques guides d'utilisation, etc. Ce projet-là qu'on avait fait, qui est donc sous Edwin Tech et qui s'appelle Moit Now, est un projet qui génère cette documentation, mais qui génère aussi le guide d'utilisation du logiciel. Je vais vous montrer. Moit Now, c'est un multimodule où la documentation donc, qui est présentée dans le CI/CD est dans l'élément de documentation, dans le module de documentation, avec des features. Donc, en utilisant QDoctor qui permet de rajouter justement du texte, le lexique, les références, tout ça est fait en ASCII Doctor. Et puis vous avez ensuite le BDD où vous voyez, on ne fait pas que décrire la fonctionnalité, on rajoute aussi du texte qui est convenu avec la description du PO, etc. Et qui nous permet en plus du scénario de donner du contexte. Donc ça, c'est une façon de faire de la documentation vivante. Qui plus est, celle-ci sera définitivement exécutée contre le code. Le code répondra à la documentation en validant en fait la documentation via les scénarios, mais vous pouvez très bien prendre les phrases que vous avez prises des discussions que vous avez avec les PO et donner du contexte en plus pour justement créer une forme de littérature associée à l'utilisation du logiciel. Je vous laisse le regarder parce qu'encore une fois, l'idée aujourd'hui, on n'a qu'une heure, c'est pas de présenter l'implémentation en tant que telle, mais vraiment de donner une qualité à la documentation vivante. Donc vous avez la documentation qui est une documentation plutôt technico-fonctionnelle, et dans le UI desktop, vous avez en plus dans la partie test quelque chose, on s'est un peu amusé à faire ça, vous avez quelque chose qui en fait parle de l'utilisation du logiciel, c'est-à-dire comment démarrer le logiciel, quels sont les menus auxquels vous avez accès, etc. Et quand vous démarrez en fait l'application desktop, donc c'est du JavaFX, la documentation générée par QDoctor et Cucumber est transformée en PDD, en PDF et fait partie de la documentation où vous y avez accès depuis le menu
Et vous avez la génération en fait de ce PDF qui va vous expliquer comment l'installer, démarrer, prendre des screenshots comme vous pourriez le faire sous Selenium, sous Cypress, etc. Mais c'est avec un driver de FX. Et ça vous permet en fait d'inclure dans votre logiciel, généré par Cucumber, le guide utilisateur. Chez mon client actuel, on est en train, il y a tout un bouillon de culture qui est en train de travailler entre la stratégie de test en type pyramide de test et la stratégie de test en termes de soyons pragmatiques et allons à l'essentiel. Effectivement, si vous mettez tous vos tests dans Cucumber, ça va devenir lourd. Vos verbes, vos expressions n'auront plus aucun sens. Vous allez vous mettre à stocker énormément de given, then, and. C'est des choses insupportables. Et en plus, vous allez avoir cette tendance de transformer vos tests fonctionnels en tests d'intégration. Et pourquoi je dis que la remarque est bonne, ça me permet justement de dire que non seulement vos cucumbers doivent être des tests nominaux, mais par pitié, évitez de me faire des tests d'intégration avec Cucumber en utilisant par exemple du karaté ou en me faisant dépendre la documentation fonctionnelle. Donc justement, le Cucumber qui est censé décrire le fonctionnel de l'application sur des protocoles. Hein, vous connaissez le SRP. Quelle est la raison de changer d'un fichier? Là, pour Cucumber, c'est le comportement du logiciel, pas le protocole d'utilisation. Donc, par pitié, évitez de me faire quand je fais un get sur le port 200 et que j'envoie tel JSON, etc. Le jour où vous passez en événementiel et que vous vous mettez à faire du Kafka, tout d'un coup, votre fichier qui était censé décrire du fonctionnel se met à décrire en fait du protocole et vous devez tout changer. Donc, oui, Cucumber, c'est bien d'être léger par rapport aux tests nominaux, mais plus loin encore, Cucumber est censé décrire du fonctionnel et pas du protocole. Pour ça, je préfère largement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je préfère largement avoir des tests JUnit par exemple, ou XUnit, ou par exemple, si jamais vous utilisez du C Sharp, du code en vrai, en dur, du code d'intégration, et laisser dans le Cucumber quelque chose qui est facile d'accès, facile de lecture, de manière à ce que vraiment on ait toutes les capacités de la documentation vivante qui permettent à quelqu'un non pas de tester la couverture du code, de faire du check, mais vraiment de documenter l'usage et le comportement. En gros, ce qui est génial avec ça, c'est que quand vous êtes à l'intérieur d'une description fonctionnelle, si jamais vous êtes en train d'être onboardé et que vous êtes un junior, euh, bah, en fait, en allant dans les verbes, ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir les points d'entrée qui sont utilisés. Euh, et ça ne sert qu'à ça. C'est pour ça que si vous devez vous taper après des kilos et des kilos et des kilos de code derrière et rescanner tout le code base avec une foultitude de tests, ça ne servira à rien. Donc, excellente remarque. C'est très important. Focalisez vos codes Cucumber. Ce sont des codes fonctionnels. Ils doivent activer les fonctionnalités et les comportements. Faites les happy paths. Faites quelques cas d'exception si jamais ils tombent dans la discussion que vous avez avec les PO, avec les QA. Mais n'essayez pas de couvrir la terre entière en faisant comme j'en connais certains tests et QA qui font des matrices de variables, quels sont les types d'input de 0 à l'infini, de tester tous les cas, etc. C'est un contre-usage. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question, mais en tout cas, c'est mon sentiment. Après, tout le monde ne partage pas ça. D'autres veulent être très classiques, avoir toute la couverture, la pyramide de tests, les 28 types de tests, être ceinture et bretelles, etc. Moi, j'aime bien un logiciel quand je peux l'utiliser, quand je sais le lire et le maintenir. Voilà. Voilà pour Cucumber et la capacité de générer la documentation vivante à partir du code. Ça, c'est une façon de faire de la documentation vivante, de la vraie. Faites vos très amigos, discutez avec vos PO et vos QA, faites intervenir la communauté, mettez-vous d'accord, faites du texte. À la limite, vous n'êtes pas obligé de faire les gherkins ensemble. Vous
développeur, vous pouvez très bien prendre la description et les questions posées et les transformer derrière en Gherkin pour faciliter justement l'adoption de ce genre de technologie. Et débrouillez-vous pour travailler, pour discuter de choses qui sont, euh, encore une fois, communes à tous, des éléments de compréhension communs à tous. Et si vous voulez voir ce petit test qu'on avait fait pour s'amuser sur Moitnow et JavaFX, c'est disponible sur le site d'EdwinTech. J'aimerais finir euh, alors là, on va vraiment très au-delà du code traditionnel et du développement, mais je crois que c'est bien que je vous en parle pour que au moins vous sachiez que ce genre de choses existe, si vous ne le savez pas déjà. Et si vous le savez déjà, que je vienne revendiquer avec vous l'usage de ces outils-là, on va parler de Dataflow et de Workflow, et on va parler de moteur, de Dataflow et de Workflow. Par exemple, Apache Nifi. Apache Nifi, c'est un moteur qui fait ce qu'on appelle du data flow. Alors, je vous fais les deux univers. Premier univers, vous faites du Kafka Stream, du Spring Intégration, tout ce que vous voulez. Tout est en dur dans le code et en gros, au bout d'un moment, votre PO vous demande par quel chemin ça passe et vous êtes obligé de vous faire les fameux tickets Jira, analyse de l'existant, parce que tout est dans le code et il faut systématiquement demander à un développeur ou à des développeurs qu'ils aillent voir dans le code comment le Spring Intégration, les flux, les gateways, ça passe par quel chemin, par quel événement, par quel tuyau, etc. Bon, c'est assez chiant. Moi, ce que je vous propose, c'est des outils. Alors, peut-être pas cela, mais en tout cas, je vais vous montrer des façons de le faire. Moi, ce que je vous propose, c'est des outils dans la suite de l'idée de la documentation vivante. Je vais le faire tourner en attendant. Dans la suite de la documentation vivante, vous avez la possibilité, il faut que je retrouve le user et le mot de passe. Vous avez la possibilité d'utiliser des outils comme Nifi qui vous permettent de mettre en place des engins qui vont vous montrer directement le graphique. Donc là, c'est Apache Nifi qui est un outil en fait qui permet de faire du data flow et votre documentation vivante, vous l'avez immédiatement parce que ce que vous mettez dans votre graphique, je vais mettre Generate Flow File. Bon, faut connaître, hein, évidemment. À partir de là, si vous connaissez pas l'outil, ça sert à rien que je vous embête avec. Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Je sais pas. Format, custom text, je vais mettre hello, hop là, pouf, là, et puis ensuite on va faire un log record, un log message, voilà. Un log message, et quand j'ai mon generate flow file, je fais un log message. Ça se termine sur un succès, on le rajoute. Voilà. Donc là, ce que je vous montre à l'écran, c'est en gros un graphe. L'outil démarre, l'outil peut être connecté à des tas de trucs, hein, à Kafka, à toutes vos REST APIs, à toutes vos bases de données, à tout. Je sais plus, il y a plusieurs dizaines de connecteurs de ce truc-là, donc ça s'appelle des processeurs. Vous pouvez mettre des processeurs dans des graphes, justement comme ça. Et en gros, votre graphe décrit le chemin que va prendre votre donnée et ce qu'elle va faire exactement. La documentation vivante suprême, c'est la documentation, c'est-à-dire ce type de graphe qui pilote l'exécution du code. Derrière, c'est du code qui va faire, je ne sais pas moi, un select dans une base de données, le transformer en record, les envoyer dans un tuyau Kafka, etc. Et vous décrivez en fait graphiquement les flux que prennent vos données au lieu de les mettre en dur dans le code. En gros, ce que vous faites, le code que vous faites, c'est le code du processeur. Mais après, comme les Lego, une fois que vous avez fait les codes des briques Lego, bah, vous pouvez assembler directement dans un graphique comment ces Lego vont être orchestrés ou chorégraphiés. La documentation vivante ultime. Ça, c'est un runtime, ça tourne. Je l'ai fait tourner sur un Docker. Vous avez donc l'engin qui s'appelle Nifi, qui peut se connecter à tout et n'importe quoi. Je pourrais le connecter à un broker Kafka, je pourrais connecter à toutes mes bases de données, etc. Et ça pilote le data flow, le flux de données. Au lieu que ce soit dans des projets Spring Intégration ou dans des projets de Kafka Stream avec des maps, des streams, des je sais pas quoi qui vont nous perdre parce qu'à chaque fois, il va falloir aller voir le code. Ça, vous pouvez le présenter comme un GUI. Ça va permettre, vous,
développeurs de tester des GUI, justement, parce qu'il y a quand même des processeurs avec des generate flow files qui sont des exemples. Vous pouvez les arrêter, les démarrer, etc. Euh, et vous pouvez aussi communiquer, en fait, tout votre graphe de données peut être communiqué simplement en allant voir le graphique, les graphes, et de voir par où passent vos données. Ces graphiques, vous pouvez le voir apparaître. Bon, là, je n'ose pas le démarrer parce que de toute façon, c'est un petit peu au-delà, et puis c'est pas le sujet de ma discussion. NIFI n'est pas le sujet de notre discussion, c'est vraiment la documentation vivante. Mais voici un élément de documentation vivante, avoir des GUI qui vous montrent les graphes. Ici, c'est un DAG, donc un graphe orienté que vous pouvez construire simplement. C'est en plus, il y a une forme de gamification parce que c'est toujours drôle de créer des flux et puis après vous pouvez en créer d'autres vers d'autres processeurs et puis vous pouvez décrire en fait entièrement tout votre flux de données. Et vous n'avez pas besoin de demander à un développeur ensuite d'aller regarder quel est le graphe, le flux des données et par où elles passent. Vous l'avez directement dans le GUI. Votre développeur, il est occupé à développer les processeurs, à traiter les messages, à créer des fonctions qui permettent de transformer la donnée. Définition de l'informatique. Voilà, je voulais vous montrer Nifi. Ensuite, il y a d'autres choses comme par exemple les workflows. Alors, les exemples, c'est Camunda, c'est Bonita, c'est quoi d'autre? Airflow, par exemple, en Python, qui vous permettent en fait d'ingérer carrément des fichiers BPMN. Je crois que je dois avoir un exemple pas très loin. Je pourrais peut-être le sortir. Ce que je veux vous montrer, c'est voilà, ce truc-là. Ce sont des moteurs, alors Camunda en particulier, ce sont des moteurs qui traitent les BPMN, les DMMN et les CMMN, qui sont des fichiers qui décrivent des process métiers. Alors, je vais ouvrir un Camunda Modeler pour vous montrer quelle est la tête de ces fichiers-là. Mais en gros, ce sont des moteurs. Vous leur dites, tiens, au fait, euh, fais-moi tourner ce process métier que je vais te définir. Open file, on va aller dans développeur. Ça va être dans Camunda, c'est ça. Source, main, resource. Voilà, donc j'ouvre le BPMN. Le BPMN est écrit, c'est de la documentation, c'est hyper graphique. Ici, c'est un process qui décrit en fait une transaction de paiement. Donc, vous voyez directement vos services ici. Il y a des états initiaux, il y a des états terminaux. Donc, ça, vous connaissez, c'est le principe du graphe. Ce fichier va être envoyé vers le moteur Camunda. Et une fois que vous l'aurez déclenché, eh bien, en fait, il s'exécutera. Donc, encore une fois, c'est une documentation vivante, parfaite. Votre documentation graphique que vous pouvez partager avec les PIO. D'ailleurs, certains PIO connaissent très bien les BPMN parce qu'ils ne discutent que sous ce langage-là. Euh, cette doc est une doc exécutée sur le moteur Camunda. Et c'est bien cette doc qui va être exécutée par le code. Encore une fois, ici, vous aurez par exemple n'importe quel langage Java, C Sharp, TypeScript, etc., qui va exécuter ce modèle. Mais en tout cas, le flux total, le process métier qui est décrit ici, il est graphique. Et c'est quand il s'exécute qu'il active le code. La documentation pilote le code. Elle est toujours à jour et vous pouvez la valider directement. Vous, votre boulot, ce ne sera pas d'aller fouiller à l'intérieur du code tous les if, then, else qui vous décrivent en fait votre comportement métier, etc. Vous, votre boulot en tant que développeur, ce sera de produire, de mettre en place ces moteurs, Camunda, etc. De donner des outils comme le Camunda Moodler aux gens qui, eux, connaissent le métier de ce que c'est qu'un paiement par carte, un tunnel d'achat, euh,
je sais pas, n'importe quoi. Chez Orange, je me souviens que j'avais implémenté un tunnel d'implémentation de la fibre, justement en décrivant les process métiers, en les faisant tourner sur un Camunda. Là, vous pouvez définir des écrans. Donc, vous pouvez très bien définir des écrans avec des données qui vont venir s'afficher directement sur votre page web, qui seront connectés à ce moteur et qui, justement feront tourner ces process. Je comprends que ça, c'est vraiment l'étape d'après, parce que je pense que en tant que codeur et développeur, la première initiative, en tout cas quand on est un junior, c'est de penser, oh, il faut que je code tout, etc. Mais quand on commence à maturer, quand on commence à travailler sur des systèmes, des ensembles, on comprend la logique, la puissance et l'importance de documenter correctement ces process. Alors voilà, je voulais quand même vous parler de ça, ne serait-ce que pour que vous ayez à l'esprit que la documentation vivante, ça va au-delà du BDD ou d'un simple, je sais pas, d'une simple OpenAPI. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu de garder justement une certaine hauteur de vue par rapport à l'implémentation du code et de commencer à parler euh, plus à un niveau de tech lead, architecte, staff engineer, CTO de startup, etc. C'est plus de ces choses-là qu'on commence à discuter, au-delà du code, comment on fait pour faire vivre le logiciel, comment pour rendre les choses plus dynamiques et pour éviter de perdre du temps à faire des choses qui deviennent très vite obsolètes. Là, on est vraiment dans la constitution de l'écosystème du développement logiciel. Merci à tous et j'espère que ça vous a plu.